À 4 heures du matin, le 16 août, 57 camions d'armes et surgissent à la frontière burkinabé et brisent d'un coup le silence. En quelques minutes, une opération éclair transforme ce convoi discret en scène d'alerte nationale, tandis que drones, barrages et patrouilles verrouillent chaque accès pour empêcher la moindre fuite. Que représente, pour Ibrahim Traoré et pour des millions de Burkinabés, cette puissance de feu prête à submerger le pays? Dans les heures qui suivent, ce convoi intercepté devient la ligne de partage entre un Burkina Faso vulnérable et un État décidé à se défendre. L'affaire qui s'ouvre après la saisie des 57 camions ne se limite pas à une opération spectaculaire. Elle redéfinit les attentes, les risques et les obligations d'un pays placé au cœur d'un réseau transfrontalier invisible. Dans cette séquence tendue, la promesse implicite faite au public est claire. Comprendre comment un convoi d'une telle ampleur a pu franchir plusieurs frontières et ce que cela révèle de l'architecture sécuritaire du Burkina Faso. L'enjeu central, 10 mots à peine, tient dans la survie institutionnelle et la maîtrise du territoire. À partir de ce point, chaque élément du récit, les numéros de série, les routes empruntées, les financements masqués, devient une pièce d'un mécanisme qu'il faut reconstituer sans céder à la panique. Mais une question demeure, suspendue comme une alerte silencieuse. Si ce convoi a été intercepté, combien d'autres tentatives ont échappé à la détection jusque-là? Cette tension constitue la charnière morale du dossier, car elle conditionne autant la confiance de la population que la capacité de l'État à démontrer qu'il peut apprendre, corriger et anticiper. La première révélation tombe dès le deuxième jour. Les numéros de série récupérés sur près de 25 000 fusils AK-47 prouvent que les armes proviennent de plusieurs zones instables, de la Libye au Yémen. Cette donnée brute, associée aux 57 camions saisis, transforme une simple interception en une affaire géopolitique d'envergure. À partir de là, le récit bascule. Les analyses balistiques montrent que chaque camion était parti d'un point différent, convergeant vers la même frontière burkinabé selon un calendrier millimétré. Les services de renseignement y voient la marque d'un réseau doté de financements importants, d'alliés extérieurs et d'une logistique qui dépasse largement les capacités d'un trafic ordinaire. Le schéma des faux documents, des sociétés écrans enregistrées à Lomé et à Accra, ainsi que des comptes bancaires liés à des entités du Golfe recomposent une architecture clandestine d'une précision étonnante. Dans les couloirs du pouvoir, la tension grimpe. Certains ministres parlent de guerre hybride, d'autres évoquent une tentative de coup d'État masqué. Ibrahim Traoré, lui, adopte une posture sobre mais ferme. Il rappelle que l'État doit prouver qu'il contrôle encore son territoire et sa narration, car ce n'est plus seulement une affaire de sécurité, mais un test de souveraineté. Les chiffres circulent: 700 millions de dollars estimés, 70 000 grenades, des centaines de lance-roquettes. Chaque donnée devient un symbole d'alerte et un élément du puzzle. À l'échelle régionale, les ramifications apparaissent. Les correspondances retrouvées dans les dispositifs saisis mentionnent le Mali, le Niger et la Guinée, révélant un fil conducteur visant plusieurs États du Sahel. La saisie des 57 camions, loin d'être un événement isolé, s'inscrit ainsi dans une dynamique plus large où convergent ambitions extérieures, fragilités internes et stratégies d'influence. Pour comprendre la suite, il faut saisir ce moment précis, l'instant où un convoi nocturne devient la preuve matérielle d'une ingérence en mouvement. Le tournant humain de l'affaire apparaît dès le troisième jour, lorsque les enquêteurs mettent en avant le rôle décisif du capitaine Moussa Kaboré. Son récit, précis et sans emphase, dévoile la tension d'une nuit où un convoi silencieux avançait sans hésitation vers la frontière. Face à l'incertitude, il choisit néanmoins d'intercepter les premiers véhicules, un geste d'initiative qui relie directement la vigilance du terrain à la réaction politique.
Ce point de contact, presque anodin, montre comment une décision individuelle a permis d'enrayer un mécanisme régional bien plus vaste. Le deuxième cas intervient quelques heures plus tard. La coordination tactique du général Zerbo. Informé de la saisie en cours, il déploie immédiatement des unités spéciales sur plusieurs axes frontaliers. Cette réaction rapide empêche le réseau de se replier, coupe les routes de fuite et sécurise les zones où d'autres cargaisons étaient susceptibles d'apparaître. Ces deux figures, un capitaine en première ligne et un général orchestrant la réponse, tracent une chaîne d'action cohérente, presque mécanique, entre les premiers signaux et la mobilisation institutionnelle. Pour la population, ces gestes deviennent rapidement symboliques. Les images des camions alignés associées aux déclarations de fermeté créent un sentiment d'urgence maîtrisé. L'impression que l'État, souvent perçu comme lointain, peut encore agir avec précision lorsqu'il est confronté à un danger concret. Dans ce glissement d'émotions collectives, la perception du risque change de sens. La peur initiale se transforme en vigilance active. À ce stade du récit, une question demeure, simple et déterminante. Le terrain peut-il toujours prévenir le basculement? Le déclencheur survient au quatrième jour, lorsque les perquisitions simultanées menées à Ouagadougou et dans ses environs révèlent l'existence d'un réseau d'une ampleur inattendue. Dans 17 entrepôts distincts, les équipes de sécurité découvrent des stocks d'armes parfaitement conditionnés. Fusils d'assaut, grenades, lance-roquettes, missiles antiaériens, explosifs de précision. Chaque scellé tombé renforce la même évidence. Les cargaisons ne sont pas isolées, elles relèvent d'un plan structuré et financé depuis l'étranger. Le point d'inflexion apparaît avec l'arrestation de François Bongo, homme d'affaires influent, habitué des cercles politiques. Sous pression, il craque et livre des aveux qui reconfigurent le dossier. Il évoque des réunions secrètes à Accra, la présence de délégués venus d'Abidjan, de représentants européens et de consultants militaires liés à des firmes occidentales. Le plan portait un nom codé, Opération Démocratie Restaurée, visant explicitement à renverser Ibrahim Traoré et à installer un gouvernement aligné sur des intérêts extérieurs. Le climat se tend encore lorsqu'une réunion d'urgence du Conseil national de sécurité quantifie le danger. Autour de la table, les chiffres glacés s'accumulent: 25 000 AK-47, 10 000 M16, 70 000 grenades, 500 lance-roquettes, 400 missiles anti-aériens. Si ces armes avaient atteint leur destination, le pays serait aujourd'hui en flammes, déclare Traoré. Le silence qui suit matérialise l'ampleur du risque évité. Le climax survient le lendemain. Sur fond de pressions internationales croissantes, certaines chancelleries exigeant la libération de détenus qualifiés d'arbitraires, le gouvernement répond par une stratégie de transparence totale. Conférences de presse, communication millimétrée, dévoilement public des stocks saisis. Chaque étape vise à désamorcer la désinformation et à imposer une lecture factuelle du complot. Dans les rues, des milliers de citoyens manifestent leur soutien, brandissant des pancartes: Nous sommes debout. Ce sursaut civique crée une onde de choc inattendue. Pour la première fois, une partie de la population convertit la peur en fierté. L'aftershock s'étend au-delà des frontières. Certaines puissances étrangères dénoncent une manipulation politique. D'autres reconnaissent implicitement la gravité du dossier. Sur les chaînes africaines, l'image d'Ibrahim Traoré devant les armes confisquées devient virale, symbole d'un État qui refuse de céder. Le Burkina Faso, longtemps perçu comme vulnérable, apparaît soudain comme un acteur affirmant sa souveraineté. Dans les jours qui suivent, l'enquête financière dévoile la profondeur du complot. Ou 3 milliards de dollars en transferts fragmentés, répartis sur 40 et un compte dans 7 juridictions. Les montants, découpés en micro-tranches, suggèrent l'intervention de spécialistes capables de masquer les flux.
En parallèle, les correspondances saisies mentionnent explicitement le Mali, le Niger et la Guinée. Le convoi n'était pas un événement isolé, mais une pièce d'un projet régional coordonné. Lorsque les premières conclusions sont présentées, une vérité domine. L'opération était conçue pour frapper vite, fort et simultanément. Seule une chaîne d'initiatives, Caboret sur le terrain, Zerbo dans la coordination, Traoré dans la décision, a empêché le pire. Le pays découvre alors que la menace n'était pas théorique, elle disposait d'un calendrier, d'alliés, d'objectifs politiques et d'un gouvernement fantôme déjà rédigé. L'histoire bascule définitivement lorsque la présidence révèle cette dernière pièce du puzzle. Les auteurs du complot avaient déjà préparé la liste complète du nouveau gouvernement. Ce moment cristallise la prise de conscience collective. L'État a frôlé l'effondrement. Le basculement analytique s'opère lorsque les enquêteurs publient un rapport préliminaire structuré autour d'un schéma clair, un baseline établi avant la saisie, puis un delta mesuré après l'interception du convoi. Avant le 16 août, les services de sécurité recensaient une moyenne stable d'incidents liés au trafic d'armes, sans jamais dépasser quelques cargaisons dispersées. Après la saisie, le saut quantitatif devient sidérant. Les volumes interceptés équivalent à plusieurs armées nationales combinées. Ce contraste brutal fournit la première preuve que l'opération n'avait rien d'un réseau marginal, mais relevé d'une entreprise méthodique visant à remodeler le rapport de force régional. Le premier chiffre clé présenté par les analystes est celui des 57 camions interceptés. Chaque véhicule transportait en moyenne une combinaison de fusils, de grenades et de roquettes organisées selon une logistique industrielle. Ce volume soudain tranche avec toutes les tendances précédentes enregistrées par les autorités. L'examen médico-légal des cargaisons montre que les itinéraires avaient été choisis pour réduire le risque de détection, preuve d'une intelligence opérationnelle soignée. Le deuxième chiffre majeur est l'estimation d'une valeur totale de 700 millions de dollars d'armes et d'équipements militaires. Ce montant énorme dépasse largement le seuil habituel des trafics transfrontaliers observés dans la région. Les analystes en concluent que le financement impliquait des acteurs capables de structurer des flux financiers complexes, étalés sur plusieurs juridictions et dissimulés dans des chaînes de sociétés écrans. La sophistication des transferts confirme que le convoi n'était qu'une portion d'un ensemble plus vaste. Le troisième indicateur déterminant concerne la traçabilité. 68% des fusils provenaient de stocks libyens, 22% d'usines situées dans des pays membres de l'OTAN et le reste de circuits privés. Cette distribution hétérogène montre un approvisionnement multisource soigneusement coordonné. Les autorités y voient la marque d'alliances souterraines entre groupes armés, acteurs économiques opportunistes et réseaux internationaux cherchant à influencer l'équilibre politique du Sahel. Dans ce paysage d'indicateurs, la posture d'Ibrahim Traoré prend une dimension stratégique. En imposant la transparence totale, il renverse les accusations d'exagération, les chiffres, vérifiables et cohérents, parlent d'eux-mêmes. Son allocution met l'accent sur une idée simple. Les données révèlent la mécanique des ingérences mieux que n'importe quel discours polémique. La population, confrontée à des volumes si précis, cesse d'envisager la menace comme abstraite. Elle la perçoit désormais comme un système structuré, financé, articulé et prêt à frapper. Les experts internationaux confirment rapidement cette lecture. Les volumes saisis, les origines multiples, les routes convergentes et la logique financière composent une matrice qui dépasse les frontières nationales. Ce faisceau d'indices replacé dans la dynamique régionale laisse entrevoir une tentative d'insurrection simultanée, soigneusement préparée pour provoquer chaos politique, sabotage économique et confusion militaire. Et si l'opération a échoué, c'est précisément grâce à cette chaîne de décisions prises en temps réel, du terrain,
jusqu'à la présidence, sans rupture dans la transmission. Deux lectures principales émergent lorsque les conclusions provisoires de l'enquête sont rendues publiques. La première, portée par divers soutiens d'Ibrahim Traoré, considère que la saisie constitue la preuve d'une tentative de déstabilisation orchestrée par des acteurs extérieurs. Selon cette vision, l'ampleur des volumes, des dizaines de milliers de fusils, des centaines de lance-roquettes, des montants financiers dépassant le milliard de dollars, ne peut s'expliquer par un simple trafic opportuniste. Les partisans de cette thèse rappellent que les correspondances saisies évoquent explicitement d'autres pays du Sahel, renforçant l'idée d'un projet régional coordonné. Pour eux, la logique est limpide. Un réseau organisé, financé depuis plusieurs juridictions, disposant d'alliés extérieurs, visait un basculement politique rapide. La deuxième lecture, plus sceptique, provient de certaines chancelleries et d'experts médiatiques occidentaux. Elle avance que le gouvernement burkinabé aurait exagéré l'ampleur de la saisie pour renforcer sa légitimité interne et neutraliser l'opposition. Selon ces voix critiques, un convoi aussi colossal paraît difficile à coordonner sans une série de fuites ou d'alertes préalables. Elle questionne l'absence initiale de confirmation indépendante et souligne que la communication gouvernementale a été extrêmement rapide, ce qui pourrait, selon elle, indiquer un récit déjà préparé. Pour répondre à ces deux positions, les enquêteurs présentent un faisceau d'éléments concrets. Les journalistes étrangers invités à vérifier les stocks ont confirmé visuellement l'existence des 57 camions et des milliers de caisses. Le Centre africain de sécurité régionale, appuyé par des observateurs du Niger et du Tchad, a authentifié les volumes des codes saisis et validé la cohérence des données. Surtout, les numéros de série, les itinéraires convergent et la diversité des provenances. Libye, Yémen, pays de l'OTAN, constituent des marqueurs techniques difficilement falsifiables. Ces confirmations extérieures rééquilibrent le débat. Les doutes initiaux deviennent minoritaires, tandis que les éléments matériels imposent une lecture largement fondée sur les faits. Le masque tombe. La crise atteint son point médian lorsque la présidence révèle une pièce que personne n'attendait. Les auteurs du complot avaient déjà rédigé la liste complète du nouveau gouvernement, prête à être annoncée 48 heures après le chaos planifié. Cette découverte, extraite des ordinateurs saisis, transforme l'affaire. Elle ne relève plus d'une simple opération clandestine, mais d'un projet politique entièrement structuré. Dans ce document, les portefeuilles étaient distribués, les premières mesures définies, et la transition organisée comme si la chute du pouvoir n'était plus qu'une formalité. Ibrahim Traoré comprend immédiatement la portée symbolique de cette trouvaille. Il la révèle publiquement, non pour dramatiser, mais pour exposer la mécanique d'un renversement programmé. Ce geste, froid et méthodique, inverse le rapport de force. L'État cesse d'être sur la défensive et impose son propre rythme narratif. Les services de sécurité, renforcés par l'émotion collective, resserrent les contrôles tandis que la population perçoit soudain l'étendue du danger évité. Ce midpoint n'est pas qu'un tournant, c'est la démonstration que le complot visait à remodeler le pays avant même d'avoir tiré un seul coup de feu. Les jours qui suivent la révélation du gouvernement fantôme déplacent le récit vers les conséquences concrètes, celles qui transforment une crise politique en basculement national. Les réactions s'organisent en quatre champs distincts: la nation, les diplomates, les acteurs économiques et la communauté internationale. Pour la nation, l'effet est immédiat. Un sursaut d'unité rare. Les rues de Ouagadougou se remplissent de foules brandissant le drapeau, non par ferveur aveugle, mais par conscience du danger évité. Les écoles organisent des séances d'éducation civique, les mosquées et les églises appellent à la vigilance morale.
Le récit du 16 août devient un repère collectif, un moment où un peuple a senti sa souveraineté menacée et a choisi de se tenir debout. Dans cette atmosphère, le nom d'Ibrahim Traoré circule comme symbole de fermeté, mais aussi comme rappel que la stabilité reste un effort quotidien. Pour les diplomates et décideurs, le choc est géopolitique. Plusieurs ambassades occidentales réduisent temporairement leur personnel, signe d'inquiétude et de prudence. À l'inverse, le Mali, le Niger et la Guinée expriment un soutien clair, publiant un communiqué commun affirmant que toute attaque contre le Burkina Faso est une attaque contre l'Afrique. Cette solidarité régionale redessine les alliances. D'un pays sous pression, le Burkina devient l'un des pôles d'un front sahélien assumant sa souveraineté. Pour les acteurs économiques, les premières heures sont marquées par l'incertitude. Les investisseurs étrangers suspendent plusieurs projets, craignant une escalade. Pourtant, un phénomène paradoxal se produit. La confiance intérieure augmente. Les banques locales enregistrent une hausse notable des dépôts, les Burkinabés choisissant de soutenir leurs institutions plutôt que de se tourner vers l'extérieur. Certains économistes appellent ce mouvement le franc de la dignité, une inflexion inattendue où patriotisme et prudence financière se rejoignent. Pour la communauté internationale, enfin, l'affaire agit comme un miroir. Des gouvernements dénoncent un procès politique, tandis que d'autres, Chine, Turquie, Russie, affichent publiquement leur soutien. La rivalité d'influence, jusque-là diffuse, devient explicite. Dans ce concert discordant, Ibrahim Traoré maintient une ligne constante. Nous ne cherchons pas la confrontation, nous exigeons seulement le respect. Et la phrase circule largement dans les médias africains, consolidant son image d'acteur lucide dans un paysage diplomatique polarisé. Ces quatre dynamiques croisées dessinent le nouveau statut du Burkina Faso, non plus celui d'un État vulnérable, mais celui d'un pays dont la voix pèse désormais dans les équilibres régionaux. Les conséquences ne sont pas seulement politiques, elles sont identitaires, économiques et stratégiques, et elles redéfinissent durablement la place du pays sur la carte du Sahel. À mesure que la crise immédiate s'apaise, les analystes gouvernementaux présentent à Ibrahim Traoré une projection sur 12 mois structurée autour de trois trajectoires: la base, l'optimiste et la critique. Ces scénarios ne cherchent pas à prédire l'avenir, mais à cartographier les conditions qui pourraient façonner le Burkina Faso au sortir d'une tentative de déstabilisation d'une ampleur inédite. Dans la trajectoire de base, le pays consoliderait progressivement ses alliances régionales, notamment avec le Mali et le Niger, en maintenant une coopération sécuritaire resserrée. Les sanctions partielles imposées par certains partenaires extérieurs exerceraient une pression économique mesurable mais contenue. Les prévisions pointent une croissance intérieure modérée, autour de 2,1%, portée par l'agriculture et les initiatives d'autoproduction énergétique. Sur le plan sécuritaire, la vigilance resterait élevée. Le pays apprendrait à fonctionner dans un état d'alerte organisé, sans sombrer dans l'urgence permanente. Dans la trajectoire optimiste, les possibilités s'élargissent. Si la coopération sahélienne aboutissait à une force commune pleinement opérationnelle, Ouagadougou pourrait transformer l'élan national en dividende politique et économique. Le retour progressif des investissements, la réouverture de certains projets miniers et l'apaisement relatif des tensions diplomatiques pourraient pousser la croissance vers 4,5%. Dans cette configuration, Ibrahim Traoré miserait sur deux leviers: l'éducation et les infrastructures rurales, de façon à convertir la victoire sécuritaire en stabilité civique durable. Dans la trajectoire critique, les risques prennent de l'ampleur. Une intensification des pressions externes, embargo, campagne de désinformation, sabotage économique,
provoquerait une dégradation rapide des équilibres, hausse de 40% des coûts d'importation, ralentissement brutal du secteur aurifère, accroissement de la dette publique. Les analystes soulignent que ce scénario n'est pas à écarter, car les acteurs ayant initié le complot n'ont pas nécessairement disparu. Pour l'éviter, trois axes apparaissent indispensables: transparence financière accrue, numérisation des procédures douanières et renforcement du dialogue avec les pays non alignés. Au terme de la réunion, les experts formulent une recommandation simple: penser en trajectoire plutôt qu'en certitude. Cette approche, affirme-t-il, permet d'éviter la paralysie stratégique et d'orienter l'action du pays autour de marges maîtrisables plutôt que d'espoir ou de peurs absolues. Alors que les projections s'installent dans le débat public, la crise change d'échelle. Elle quitte les salles de réunion pour rejoindre la vie quotidienne. Les conséquences ne se mesurent plus seulement en chiffres ou en stratégie, mais dans ce que ressentent trois groupes essentiels: les foyers ordinaires, les jeunes en formation et les travailleurs aux premières lignes économiques. Pour les foyers ordinaires, l'affaire du convoi devient un miroir intime. Beaucoup redécouvrent la fragilité de la stabilité qu'ils pensaient acquise. Dans les quartiers populaires de Ouagadougou, on raconte comment cette nuit du 16 août aurait pu bouleverser la vie de milliers de familles. Certains parents évoquent un soulagement profond, celui de savoir que le pays a évité une flambée de violence qui aurait frappé d'abord les plus vulnérables. Cette perception transforme la vigilance individuelle en responsabilité collective, comme si chacun partageait une part du destin commun. Pour les jeunes en formation, la crise agit comme un déclencheur. Dans les lycées et les instituts techniques, les élèves parlent désormais de sécurité, de défense, de renseignement, non pas avec crainte, mais avec curiosité. Plusieurs enseignants signalent un regain d'intérêt pour les filières scientifiques liées à la protection du territoire. Pour ces adolescents, Ibrahim Traoré apparaît moins comme une figure distante que comme un repère dans un monde incertain, un symbole qu'ils interprètent comme une invitation à participer à la construction du pays. Pour les travailleurs, en première ligne économique, transporteurs, commerçants, agriculteurs, la crise rappelle à quel point toute déstabilisation met en péril l'activité quotidienne. Beaucoup comprennent que la sécurité n'est pas un concept abstrait, mais une condition concrète de survie professionnelle. Dans les marchés, les conversations glissent des inquiétudes vers des réflexions plus structurées sur l'avenir. Comment protéger les routes? Comment renforcer les coopératives? Comment éviter que de tels réseaux ne ressurgissent? À travers ces trois prismes, la crise cesse d'être lointaine. Elle touche chacun dans ce qu'il a de plus immédiat. La sortie de crise prend forme lorsque le gouvernement adopte une méthode claire: transformer la sidération nationale en architecture d'action. Sous l'impulsion directe d'Ibrahim Traoré, 5 chantiers structurants sont lancés, chacun doté d'un responsable, d'un calendrier et d'indicateurs mesurables. Premier chantier: l'assainissement des frontières. Le ministère de la Sécurité crée des zones de contrôle mixtes combinant militaires et unités civiles. L'objectif, fixé sur 12 mois, est une réduction de 60% du trafic non déclaré. L'indicateur principal repose sur les saisies trimestrielles et la baisse des itinéraires clandestins répertoriés. Deuxième chantier: la refonte du renseignement intérieur. Un centre d'analyse des menaces hybrides fusionne les données de la police, de l'armée et des douanes. La mesure clé est la rapidité de détection. Le gouvernement vise à diviser par deux le délai entre signal faible et intervention. Troisième chantier: la reconversion symbolique et sociale des armes saisies.
Une partie des stocks est fondue pour financer 100 écoles, 50 dispensaires et 1000 kilomètres de canaux d'irrigation. L'indicateur de suivi repose sur l'avancement des travaux mensuels et l'intégration des infrastructures dans les communes prioritaires. Quatrième chantier, la diplomatie de reconstruction. Ouagadougou engage un dialogue direct avec les pays africains non alignés afin d'établir un réseau de solidarité économique et sécuritaire. La mesure principale, signature de partenariats bilatéraux et volume des projets co-développés. Cinquième chantier, la réforme morale et civique. Le ministère de l'Éducation lance des programmes d'intégrité et de vigilance destinés aux écoles et aux lycées. Le suivi se fait via des enquêtes annuelles sur la perception citoyenne et la participation communautaire. À travers ces 5 lignes d'action, l'État tente non seulement de prévenir d'autres crises, mais de convertir un choc national en socle durable de souveraineté. Lorsque la poussière retombe enfin, le récit retrouve l'un de ses fils conducteurs. La nuit où le capitaine Caboret a arrêté le convoi sans savoir qu'il tenait entre ses mains le premier maillon d'une chaîne nationale de résilience. Cette image, qui semblait n'être qu'un instant de bravoure isolé, devient un motif fondateur du pays, celui d'un individu qui, par vigilance, empêche un basculement collectif. Ibrahim Traoré revient à cette scène dans son allocution finale. Il ne la romantise pas, il l'élargit. Pour lui, ce geste n'appartient pas seulement à un officier, mais à une nation entière qui a choisi, ce soir-là, de ne pas céder. Le président explique que la véritable victoire ne réside pas dans la saisie des armes, mais dans la manière dont les Burkinabés ont transformé la peur en mouvement, puis le mouvement en cohésion. Dans les quartiers, ce message trouve un écho particulier. Les habitants ne se voient plus comme des spectateurs, mais comme des acteurs de la stabilité. Les discussions deviennent plus calmes, plus construites, comme si chacun comprenait désormais sa place dans l'équilibre commun. Une nation se tient debout. Au terme de cette séquence où le pays a frôlé l'ombre, puis retrouvé sa cohésion, une idée s'impose. La stabilité ne se décrète pas, elle se cultive. Dans les rues de Ouagadougou comme dans les villages du Sahel, l'écho des jours d'août continue de résonner sous une forme plus calme, presque intérieure. On y parle désormais moins d'émotion que de responsabilité. Comment poursuivre cet élan sans qu'il ne se dissipe? Comment transformer la vigilance collective en culture durable de souveraineté? La cloche fondue, à partir des armes saisies, devenues symbole national, rappelle que chaque crise peut engendrer une construction nouvelle. Elle sonne dans une école, mais résonne dans tout un pays. Elle murmure que la souveraineté ne tient pas seulement à des institutions, mais à une communauté décidée à se protéger, sans haine ni résignation. Et tandis que le récit se referme, une question demeure ouverte, adressée à chacun. Comment souhaitons-nous bâtir le prochain chapitre de cette vigilance partagée?